Bonsoir à tous et à toutes. Buenas tardes a todos et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Andrea Brucoleri, je suis le directeur de l'Alliance française de conception et coordinateur du réseau des AFE Chili. Nous avons, dans le cadre de la Semaine de la francophonie, accueilli une exposition, la Galerie des Illustres, un travail très important réalisé par l'historien et vice-recteur de la Universidad de los Lagos, Patrick Puigmal, et par les journalistes éditeurs Marc Turel. Et dans le cadre de cette exposition, qui était organisée ici au Chili, dans plusieurs villes et en particulier dans la ville de Concepción, grâce à la collaboration de l'Alliance française, de la bibliothèque de la mairie et de la Universidad de Concepción, plusieurs activités ont été organisées autour de cette formidable initiative. Et nous avons eu la chance d'inviter et de compter sur la participation de M. Jean-François Garrett. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Et bien, moi, il faut que j'avoue, j'habite au Chili depuis 7 ans. Et il y a quelques années, par hasard, j'ai découvert une conférence réalisée par M. Garrett qui m'a fait découvrir un personnage dont on ne sait pas beaucoup, dont parfois on croit connaître les parcours, et à savoir, voilà, Aurélie Antoine Détenance, qui est décrit comme un, voilà, il était avocat, comme un voyageur, peut-être un personnage, voilà, farfelu, en fou. Et tandis que grâce aux travaux de M. Garrett, à la conférence que j'ai eu la chance de regarder en ligne, ben, j'ai découvert, non, que ces personnages avaient une histoire tout à fait passionnante, et parfois les romans, les témoignages qu'on retrouve aussi dans certains livres d'histoire ne correspondent pas vraiment à la réalité. Donc, je remercie aussi M. Armando Cartes, historien, secrétaire de l'Association culturelle de la ville, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'introduire notre visioconférence. Et voilà, que vous soyez en France, au Chili, bienvenue, merci, et j'espère que voilà, vous pourrez connaître davantage sur ces personnages formidables. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je remercie Andrea Boccoleri d'avoir l'opportunité de dire quelques mots. Mais surtout, je remercie Jean-François Garrett, avec qui j'ai eu la chance de connaître à Concepción, ma ville, au Chili, il y a 3 semaines à peine, pour avoir dédié si tant d'années de sa vie et ses habilités comme chercheur à dévoiler une histoire qui, même pour nous, les historiens chiliens, reste encore un peu comme un mystère. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit, il y a plus de 30 livres sur le sujet, c'est très bien recherché au Chili, mais le travail de Jean-François est unique. Il montre la sensibilité d'un homme de la Dordogne, comme Aurélie. Il a vu sur papier, bien sûr, mais comme Antoine Détenance, il a creusé la mer et est venu ici à faire les questions et trouver ses réponses. Et ces réponses sont originaux. De tous les livres que je connais sur le sujet, c'est le seul qui a mis les Mapuches au centre de l'histoire, qui a vu quelque chose de plus qu'une histoire de colonialisme du 19e siècle. Il a trouvé la clé et ainsi résoudre le mystère. Il a trouvé les vrais sujets de cette histoire. Et avec ça, même si c'est étonnant, c'est le livre le plus moderne que je connais, et je connais plusieurs. Mais congratulations donc au professeur Garrett. J'espère d'avoir la chance de nous retrouver là ou ici, ou encore mieux, sur les étoiles de la Rocanie, dans les royaumes invisibles d'Aurélie Antoine. Merci beaucoup pour avoir dédié ton talent, ton intelligence à étudier un sujet si important pour nous. Merci. Alors, merci beaucoup. Antes de empezar, yo quiero agradecer Monsieur Brucoleri pour cette rencontre, cette charmante rencontre
je voudrais remercier Armando, ce que vous venez de dire, ce qui me touche beaucoup, pour notre discussion aussi, pour le livre que vous m'avez offert sur les cimetières de Concepción. Et je vais donc, avant de commencer, préciser qu'avec le temps imparti, je ne vais parler que du tout début, simplement le premier voyage d'Aurélie Antoine, parce que je n'aurai pas le temps de parler du deuxième, troisième, quatrième voyage. On va se concentrer simplement sur le début de cette incroyable histoire et sur le moment qui va amener ce Français du Sud-Ouest à aller dans le Sud-Ouest de l'Amérique du Sud. Et les rencontres déterminantes qui vont modifier sa vie et s'achever certes de manière dramatique, mais amener une histoire incroyable. Alors je vais commencer par partager mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Dites-moi, est-ce que vous apercevez les images? Oui. Très bien. Alors, j'avais décidé de commencer cette présentation en 1858, au mois d'août, quand un Français débarque au Chili, mais il débarque où? Il débarque à... J'ai mon PowerPoint qui ne descend pas. Alors, comment je fais? Alors, je vais recommencer peut-être ici. Je refais la manipulation. Est-ce que ça va marcher comme ça? Non. Reprendre. Est-ce que vous voyez l'image descendre? Il y a un bout de texte? Oui. Alors, oui. Notre homme descend, débarque au Chili, mais j'insiste, au mois d'août 1858, à Coquimbo, et on est bien loin de l'Araucanie. Hein, on est au nord du Chili. Et ce qu'on sait de ce Français, c'est que pendant quelques mois, il ne va presque pas sortir de Coquimbo. Il va acheter tous les livres, tous les documents qu'il peut trouver sur le Chili. La politique, l'économie, l'histoire, l'actualité. Il ne fait que ça. Il se documente. C'est assez curieux quand même. On a de la chance parce qu'il envoie quelques lettres à ses amis qui sont restés en Dordogne et en Périgord, et quelques-unes de ces lettres ont été conservées, ce qui nous permet de savoir qu'effectivement, il se documente, il a un projet, il veut faire quelque chose, mais il ne nous dit pas, il n'explique pas ce qu'il veut faire. Alors, il va se promener autour de Coquimbo, de la Serena, et étudier tout ce qu'il peut trouver sur l'histoire du Chili. Les amis chiliens savent qu'à cette époque-là, le président de la República de Chile, c'est El Señor Manuel Montt, et qui a un gouvernement assez ferme et qui mécontente un peu les régions nord et les régions sud du Chili. Alors, quelques images pour retrouver l'ambiance de l'époque, hein, à Coquimbo. Voilà, donc on sait qu'à cette époque-là, il y avait un hôtel de France. Donc je me dis que pour un Français, il n'avait pas de raison d'aller vraiment ailleurs. On sait que du côté de Coquimbo et un peu plus loin vers la Serena, il y avait des usines qui travaillaient un peu le cuivre. Et dans quelques lettres, Antoine, qu'il envoie à Périgueux, Antoine de Tounain se documente sur le cuivre. Du côté de la Serena, on développe l'agriculture. Antoine de Tounain s'intéresse beaucoup à l'agriculture. On comprendra pourquoi après. Bon, voilà les endroits où il se promène. La poste de la Serena est très importante pour Antoine de Tounain, qui est quelqu'un qui écrit beaucoup. Le courrier fonctionne bien, à peu près en
6 semaines ou 2 mois, une lettre arrive et après revient. Donc, on peut quand même donner des informations. Et le temps passe. On sait qu'Antoine de Tounens dit que très rapidement, il arrive à comprendre et à parler l'espagnol, le castellano, pardon, et à l'écrire correctement. Je rappelle que pour quelqu'un à cette époque-là du sud de la France, qui est de langue occitane au départ, quelqu'un qui parle occitan a des facilités pour… L'occitan est un des dialectes comme le catalan, hein, pour ceux les amis du Chili. Et pour comprendre l'espagnol, le castellano, ça aide beaucoup. Et finalement, en 1859, après avoir passé plusieurs mois au nord, Aurélie écrit à ses amis de France pour dire qu'il est prêt. Prêt pourquoi? Pour mettre son plan à exécution, et il se dirige vers la capitale, vers Santiago de Chile. Donc, quelques images là aussi plus ou moins d'époque. On voit évidemment la cordillère et el Cerro de Santa Lucia. Et ce qu'on voit, c'est que quand Antoine de Tounens arrive à Santiago au début de 1859, il va s'intéresser aux journaux, à la prensa. Il va s'intéresser à ce qui touche à la politique. Il va s'intéresser aux courses de chevaux. Antoine de Tounens est un passionné de courses de chevaux. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans le sud-ouest de la France et plus largement, celui qui s'intéresse aux courses de chevaux, qui achète des chevaux, quelque part, c'est une manière de faire de la politique. On sait qu'il écrit, encore une fois, à ses amis pour dire qu'il veut mettre son plan, ce fameux plan, à exécution. Mais alors, que va-t-il faire? Il édite un premier livre sur les races de chevaux, comment croiser les races de chevaux, comment améliorer les chevaux pour faire des courses de chevaux, pour faire du commerce. Voilà un homme d'affaires. Bon, quelques vues depuis el Cerro de Santa Lucia, de Santiago de Chile à l'époque, donc 1859. Mais ce que j'ai vu en travaillant dans les archives à Santiago, les archives, vous savez, c'est à côté del Cerro de Santa Lucia à Santiago, c'est que ce qui va tout changer dans la vie d'Antoine de Tounens, c'est le début de la guerre civile de 1859 à Chile. C'est-à-dire que les régions du nord, autour de la Serena, et sobre todo la del sur, la région des Concepción, les gens, les penquistas, vont se révolter contre el gobierno d'Emmanuel Montt. Et ça va être une guerre civile qui va être très, très compliquée. Il y en avait déjà eu une 8 ans plus tôt. Il y avait une grosse guerre civile en 1851. Mais donc, en 1859, à nouveau, cette guerre civile. Et comme il y a des combats, notamment autour de Valparaíso, ça pose problème pour essayer de suivre Antoine de Tounens parce que le courrier vient et passe par Valparaíso. Donc, on perd Antoine de Tounens pendant plusieurs mois. Et quand on reprend contact avec Antoine de Tounens, il faut savoir que les révolutionnaires, les rebelles de la région nord, de la Serena, et les penquistas des Coquimbo et des Chilian ont perdu la bataille dans la révolution. Et on retrouve Antoine de Tounens dans le nord du Chili. J'insiste, il est revenu du côté de Coquimbo et de la Serena. Et là, il a écrit une lettre que j'ai retrouvée, cette fois dans les archives à Périgueux, où il dit que son projet, son grand projet, c'est un échec. Ce qu'il avait prévu de faire, ça a raté. Et il avait dit à ses amis, si mon plan fracasso, je reviendrai. Mais là, il n'a plus vraiment d'idée, mais surtout, il écrit « Yo tengo
una otra idea. Et là, tout va changer dans la vie d'Antoine, parce que s'est-il passé entre-temps? Donc là, on sait que Antoine est de retour à la Serena, à Coquimbo. Il demande de l'argent parce qu'il n'a plus d'argent. Où est passé tout l'argent qu'il avait investi? Apparemment, il avait acheté des terrains à Santiago du Chili pour essayer d'organiser des courses de chevaux. Il avait essayé d'investir dans un journal, mais enfin, tout ça n'a pas fonctionné. Ce qui va tout changer, c'est que on sait que Aurélie Antoine était en contact avec un personnage qui s'appelait Bernardino Pradel, qui était des Chilianes et qui était uno de los jefes de los revolucionarios del sur. Et comme la révolution a été un échec, une partie de los penquistas van a esconder un territoire al sur del Biobío. Et tout le monde sait que ce territoire, à cette époque-là, le sud du Rio Biobío, est le territoire, à l'époque, toujours pratiquement indépendant, eh bien, des Amérindiens Mapuche, et que le chef, à cette époque-là, est le todopoderoso, muy sabido, muy sabio, el Toqui Manil Wenu, qui est vraiment considéré comme le personnage politique vraiment intelligent, un vieil homme chez les Mapuches. Alors, cette photo ne représente pas Manil, mais c'est quand je fais des conférences en France pour montrer un peu les visages c'est quand même un lonco, parce qu'il a un trarilonco autour du front. Et alors, il faut savoir, et ça j'ai trouvé ça dans les documents, dans le journal qui s'appelle El Meteoro de Los Angeles, qu'à cette époque-là, le Toqui Manil est très inquiet que les Chiliens, petit à petit, commencent à construire des forts au sud du Biobío. Et il va écrire, avec des gens qui l'aident pour écrire, plusieurs lettres au président de la République du Chili, Manuel Montt, pour lui rappeler qu'il ne veut pas qu'on vienne s'installer au sud du Biobío. Et surtout, on a la preuve que devant cette avancée des Chiliens au sud du Biobío, Manil se cherche des alliés. Manil buscaba aliados. Au même moment, Manil écrit et va envoyer son fils Quilapán pour entrer en contact avec un général de la Plata argentin qui s'appelait De Urquizas, un général argentin qui, du côté de l'Argentine et peut-être du futur Sud-Chili, envisageait un projet de confédération de régions, non pas centralisées comme à Santiago, mais de régions en union libre. Et c'est la preuve que Manil avait cette sensibilité politique qui voyait que son intérêt était plutôt dans un projet de confédération plutôt que d'une annexion totale à un pays centralisé. On sait qu'il écrit aussi à son allié de l'autre côté, de l'autre lado de la cordillera, el otro Toqui, Calfucura. On sait qu'il donne, et on voit qu'il protège les révolutionnaires de Chilian et de Concepción, avec notamment Bernardino Pradel. J'insiste sur le fait que Pradel, comme son nom l'indique, Bernardino Pradel, était d'origine française. Et c'est au même moment, dans ces échanges de courriers, d'aventuriers, de révolutionnaires qui vont et qui viennent, que on le sait, parce que Aurélie l'a dit, lui, il a écrit une lettre à Manil, alors que le courrier a dû passer par les réseaux, on verra plus tard quels sont les réseaux qui ont aidé.
on va émettre l'hypothèse, pour l'instant, que les révolutionnaires du Sud, ceux de Concepción ou ceux de Chillán, ont dû aider à faire passer les courriers. Et ces courriers arrivent à Wallmapu, en el cerro de Adencul, Adencul étant le lieu, el lugar donde estaba el Toquimanil, vivait le Toquimanil à l'époque. Alors, ce qui est très important, c'est que ça, on était sur avril, mai, juin 1860. En octobre 1860, grâce à ses amis, et grâce à sa famille, Antoine de Tounens a pu récupérer un peu d'argent et aussi sec, il quitte le nord de Coquimbo, il s'arrête quelque temps à Valparaiso, on verra pourquoi il s'arrête à Valparaiso, et después, il va aller tout au sud pour, cette fois-ci, débarquer à Valdivia. Bon, ça, c'est quelques photos que j'ai prises il y a quelques années ça, c'est les forts espagnols des conquistadors, pour aller rencontrer les Mapuches, et Aurélie Antoine va disparaître au fin fond des forêts d'Araucanie à partir d'octobre 1860. Ça, j'ai vraiment pu resserrer la date. C'est très important. Alors que, au nord du Chili, alors que plusieurs fois Manil avait mis en garde qu'il ne voulait pas de l'avancée des Chiliens au sud du Biobío, on sait que sur ce territoire-là, la guerre a commencé entre soldats chiliens et Huaychafé Mapuche, les guerriers Mapuche qui défendent le territoire. Il est très important de préciser que dans une des lettres qui est attestée de Manil, celui-ci, quand il écrit au président de la République, Manuel Montt, et au général Urquiza, rappelle qu'il y a eu des dizaines de traités diplomatiques entre les Mapuches et le roi d'Espagne. Alors, il rappelle que les premiers traités étaient vers 1612, qu'il y en a eu beaucoup après, que lui se rappelle du traité de 1793, parce que Manil étant très vieux, en 1793, il avait une quinzaine d'années. Et ça donne comme une idée de la parfaite connaissance politique de l'intérêt de ces traités diplomatiques entre les Mapuches et le royaume d'Espagne. Donc on est d'accord, bien avant la République chilienne, mais c'est très important pour les connaissances de Manil. J'avance un petit peu, si vous voulez. C'est quelques images que je montre. C'est des images que vous devez déjà connaître par cœur, mais c'est des images que j'utilise pour montrer quand je fais des conférences en France pour parler du Chili et pour parler du peuple mapuche qui est méconnu en France. Quelques images. Et ce qui va tout changer dans l'histoire d'Antoine de Tounens, c'est que, alors que ça fait environ un mois ou un mois et demi que Aurélie Antoine a quitté Valdivia pour partir vers le cœur de l'Araucanie, vers le Rio Cautín et plus haut, arrive la nouvelle, l'incroyable nouvelle, c'est que le Toquimanil est mort. Donc c'est une catastrophe pour les plans d'Aurélie Antoine qui souhaitait rencontrer Manil. Que va-t-il se passer? Ça peut être très dangereux pour Antoine de Tounens ensuite de continuer dans ce territoire si la personne qui l'attendait est morte. Aurélie Antoine va décider de continuer à avancer jusqu'à l'endroit. Alors, il a certainement un courrier ou une lettre qui lui sert de sauf-conduit pour arriver jusqu'à Adencul. Ensuite, et ça, l'histoire est connue, parce que cette affaire a déjà été documentée par des historiens chiliens qui ont fait un très bon travail, qu'après la mort de Manil, il va y avoir une dispute entre le chef des révolutionnaires, Bernardino Pradel, et le fils de Manil, le fameux Quilapán, qui vont un peu se disputer
pour postuler, pour devenir le nouveau Toki. Tellement bien qu'on sait que Pradel avait récupéré des lettres et des courriers de Manil pour dire qu'il avait le pouvoir magique de Manil pour lui. Et on sait que Kilapan va lui déterrer le corps de son père qui avait été enterré pour l'enterrer à un autre endroit pour dire que lui est possesseur du corps et de toute la puissance magique, parce que n'oublions pas que Manil avait la réputation d'avoir la magie en lui, d'être un peu comme un sorcier qui était très près de ses rêves. Et c'est très important parce que les légendes racontent que Manil était dans l'attente d'un roi ou du retour d'un roi qui pourrait, alors peut-être l'époque des rois d'Espagne avait laissé ce souvenir, mais Manil disait beaucoup, et ça c'est attesté, qu'il disait à ses fils, notamment à Kilapan, le roi d'Espagne est riche et puissant, il n'a pas besoin de la terre de Hualmapu, il n'a pas besoin de la terre des Mapuche. Alors que les républicains chiliens sont pauvres, alors ils vont venir voler la terre des Mapuche. Je trouve très important cette anecdote qui est attestée, hein, parce que ça dit tout. Vous voyez venir pour la suite, ça dit tout suite à ces traités diplomatiques d'un respect gardé vis-à-vis de la notion de roi, mais surtout d'une méfiance ou d'une hostilité à cette notion de république qu'à l'époque, les Mapuches n'arrivent pas trop à cerner et surtout constatent que pour eux, c'est la guerre, cette arrivée de république. Et surtout, on sait que Manil avait partagé ce rêve, cette idée, ces réflexions avec les Machis qui étaient autour de lui. Donc, il y a une espèce d'ambiance et d'atmosphère. Et justement, que se passe-t-il quand Aurélie-Antoine, lui, arrive à l'endroit où on lui avait donné rendez-vous? Il est accueilli, il rencontre le fils de Manil, le fameux Kilapan, et surtout, Aurélie, lui, va venir expliquer qu'est-ce qu'il voulait proposer à Manil, qu'est-ce qui avait intéressé le fin politicien qui était Manil. Ce que Aurélie-Antoine va proposer, c'est d'écrire une constitution pour le peuple mapuche. Et ça, c'est incroyable. Alors, c'est là que je dois dévoiler un petit peu plus la personnalité d'Antoine de Tounens. C'est qu'Antoine de Tounens n'est pas un simple aventurier, un Français, un rêveur, un fou, un farfelu, tombé du ciel, comme on l'a longtemps dit après. Aurélie-Antoine, il travaillait comme avoué au tribunal à Périgueux. C'est l'équivalent presque d'un avocat. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement le droit, qui avait monté un cabinet d'avoués dans le sud-ouest de la France, qui marchait très bien, avec laquelle il gagnait sa vie, avec laquelle il avait gagné beaucoup d'argent en travaillant sur le droit. Alors, on peut se demander d'où lui est venue cette idée d'écrire une constitution, d'être sur l'aspect juridique. J'en parlerai plus tard. Alors, c'est super intéressant parce que Antoine de Tounens va assez vite expliquer, et ça, il va démontrer qu'il a la pleine connaissance. Il a étudié ça, de ces traités diplomatiques dont les Mapuches, y compris aujourd'hui, continuent à se réclamer comme étant une preuve que le Rio Biobío était donc une frontière reconnue entre la vice-royauté d'Espagne quand elle était basée au Pérou, et puis en dessous, au sud du Biobío, le territoire libre de ces Mapuches, le Hualmapu, avec, pendant près de 3 siècles, des dizaines de traités diplomatiques signés. Seulement, bien sûr, la République chilienne a beau jeu de dire oui, mais nous, on est une république, on n'est pas tenu de ce qui s'est passé avant nous quand on était une colonie espagnole. Et c'est là que le projet d'Antoine de Tounens, d'un point de vue juridique, est extrêmement brillant, parce qu'il dit oui, ils sont bien ces traités diplomatiques, mais ça ne suffit pas. Parce que, effectivement, des républicains peuvent très bien dire on n'en veut pas. Alors, c'est là qu'Antoine dit mais avec ces traités diplomatiques, si par-dessus, arriba de los tratados diplomáticos, si on écrit une constitution, una verdadera constitución,
Eh bien, d'un point de vue juridique à l'européenne, le peuple qui profite de cette constitution se constitue en véritable peuple avec des lois et des droits. Et qu'avec cette constitution, il propose, lui, ensuite, de regresar a Europa pour revenir en Europe, pour obtenir une protection diplomatique. Voilà le plan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça avait intéressé Manille. Et ceux qui vont être là, Kilapan et les alliés de Kilapan, je peux citer tous les Lonko de cette époque, c'est-à-dire, enfin, je ne vais pas les citer tous parce que sinon j'y passerai un moment, mais il y avait le fameux Kilaueke, il y avait le fameux Mantri, il y avait le fameux Mariwal, il y avait d'autres Lonko qui étaient de rudes guerriers avec des communautés importantes comme les Wenchulian, comme il y avait les Mélines. Et tout ça, c'est les chefs de guerre mapuche les plus importants de l'époque. Et c'est ces gens-là, alors probablement prenant la suite de Manille, peut-être étant qui vont écouter Antoine et le choisir en disant, écoute, si tu es capable de faire ça, eh bien écoute, à toi de le faire. On t'accepte. Alors qu'est-ce que c'est comme nouveau Toki? Pour Antoine, Toki, allez, pour lui, c'est roi. Voilà ce qui se passe à la mi-novembre et à la fin novembre 1860. On sait que parce que ça n'a pas été vite, hein, c'est pas j'arrive, c'est quand même plusieurs semaines de discussion. Et tous les amis qui sont ici savent que de toute manière, à l'époque comme aujourd'hui, rien ne peut aller vite dans le monde des Mapuches parce que on discute, on réfléchit, les rêves, on commente les rêves, et ça prend du temps. Et toujours est-il qu'au bout d'un moment, il y a de plus en plus de Mapuches qui arrivent à Adencoul pour participer au choix du successeur de Manille, et qu'il se trouve que ce blanc, avec cette proposition de constitution, les Mapuches sentent qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait les aider. Alors, je vais accélérer. Ce qui devient amusant, c'est que fin novembre 1860, arrive au palais, al Palacio de la Moneda, à Santiago, un courrier signé Desfontaines. Il y avait plusieurs Français avec Aurélie Antoine, il n'était pas tout seul. Et surtout, ce Français qui propose une carte. Je n'ai trouvé qu'une mauvaise photocopie sur un livre chilien qui prouve que l'original est quelque part. Son Excellence, le président de la République du Chili, Excellence, nous, Aurélie Antoine Ier, par la grâce de Dieu, roi d'Araucanie, avons la faveur de vous faire part de notre avènement sur le trône que nous venons de fonder en Araucanie. Nous prions Dieu, Excellence, qu'il vous garde dans sa sainte et digne garde. Voilà la lettre qui arrive entre les mains de Manuel Montt, fin novembre 1860. Vous vous rendez compte, il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai? C'est faux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une blague? Quand même, ces guerriers mapuches que personne n'a pu battre. Vous le savez tous, ces mapuches ont battu les Incas, les mapuches ont battu les conquistadors. Comment se fait-il que d'un seul coup, ça soit un blanc qui soit le chef là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je reviens un petit peu en arrière. Si vous voyez là, cette photo-là, on est le 28 décembre. C'est dans le journal le Mercurio de Valparaiso qui va passer cet article. Alors, j'ai appris en allant au Chili que le 28 décembre, c'est le jour à l'époque où on écrivait les blagues. Hein, parce que très rapidement, le gouvernement chilien, qui est embêté par cette affaire, va traiter ça d'une manière en disant « oui, c'est une bêtise ». Mais toujours est-il que Antoine de Tounain a envoyé dans la presse la nouvelle de cette constitution de monarchie, mais surtout, il a envoyé toute la constitution qu'il a rédigée. C'est très intéressant, parce que pour ceux qui s'y intéressent, dans cette constitution,
Aurélie Antoine, si à supposer qu'il soit fou ou mégalomane, aurait très bien pu écrire n'importe quoi, aurait très bien pu s'auto-désigner dictateur en chef, roi soleil, que sais-je. Non, c'est une constitution remarquablement moderne pour l'époque, hein, pour le 19e siècle. C'est une monarchie constitutionnelle tempérée, avec des représentants des communautés mapuches qui seraient élus de manière politique tous les 6 ans. Voyez comment Antoine voyait son projet. Les Lonco seraient appelés à être élus ou réélus. Donc c'est quelque chose de très respectueux. Et puis surtout, ce qui va choquer les journalistes du Mercurio, c'est qu'il y a une influence maçonnique qui est évidente dans la constitution d'Antoine de Tounens, parce qu'il faut que je le dise maintenant, Antoine de Tounens était franc-maçon, et que ça se voit dans sa constitution, parce qu'il dit que, par exemple, dans son futur royaume, les gens seront libres de culte. Autrement dit, il considère que les Mapuches pourront garder leurs coutumes, leurs croyances, leur langue, et qu'ils ne seront pas obligés de devenir chrétiens, catholiques, même si Antoine de Tounens, lui, était chrétien et catholique. Alors, ce projet, je dois m'y arrêter un petit peu, parce que j'ai travaillé encore depuis mon livre là-dessus. Je voulais donner cette petite chose de neuf pour vous ce soir. C'est qu'on pourrait là aussi trouver ça farfelu. Et puis, j'ai travaillé sur les premiers libertadores, que ce soit O'Higgins, fondateur du Chili en 1818, San Martin en Argentine, et surtout Bolivar plus haut. Et puis, je suis tombé sur le personnage de Bernardo de Monteagudo, qui était d'Argentine, qui a fait les révolutions, qui a fait partie des libertadores, qui connaissait parfaitement O'Higgins, qui parfaitement San Martin, qui était pourtant au départ un républicain pur et dur. Eh bien, Monteagudo, qui était considéré comme l'homme de confiance de San Martin, que San Martin avait envoyé rencontrer Bolivar pour essayer de faire cette union de tous ces révolutionnaires, qui était brillantissime et républicain pur et dur, s'est aperçu que pour libérer les peuples, si on voulait que les Amérindiens, pas seulement les Mapuches, mais un peu plus haut au Pérou, les descendants des Quechua puissent suivre ces idées, il fallait plutôt essayer d'envisager quelque chose qui ressemblerait à une monarchie constitutionnelle. Parce que d'après ce libertador, on avait vu qu'avec le soulèvement de Tupac Amaru, quelques années avant, qui se réclamait de l'Inca, du grand Inca de l'Inca Rey, là, les Amérindiens, il y avait eu cette révolte, qui d'ailleurs avait fini même par influencer le nord du Chili avec la tentative de révolte des Trois Antoines, dont je n'ai pas le temps de parler. Mais du coup, revenons à ce Bernardo Monteagudo, ce qui est savoureux, c'est qu'on sait qu'il a changé d'idée de libertador et de républicain pur et dur pour devenir partisan de monarchie constitutionnelle qu'on pourrait installer en Amérique latine, après un voyage de 2 ou 3 ans en Europe, notamment à Paris, et vous savez où? À Bordeaux. Il était franc-maçon, comme un très grand nombre de ces libertadors, et il a donc fréquenté, même si c'est 20 ou 30 ans plus tôt, les mêmes loges que Antoine de Tounens avant son départ pour l'Amérique du Sud. Je pense que vous me voyez venir. J'avance un petit peu. Alors, février 1861, Aurélie Antoine, qui a donc passé presque 6 mois en Araucanie, au milieu des Mapuches, débarque à Valparaiso. Pourquoi Valparaiso? Pour au moins 3 raisons. D'abord,
je vous l'ai dit, El Correo, parce que Valparaiso, c'est les boîtes aux lettres pour l'Europe, pour la France, pour faire savoir ce qu'il fait. Ensuite, parce qu'il veut rencontrer le représentant du gouvernement de Napoléon III, le diplomate en place. Et oui, c'est la suite de son plan. Et enfin, il faut bien le dire, parce qu'à Valparaiso se trouve la loge maçonnique de l'Étoile du Sud et qu'il veut retourner voir, parce qu'il les avait déjà vus avant d'arriver en Araucanie, il veut retourner voir la loge des francs-maçons de Valparaiso pour obtenir de l'aide et présenter son projet. Bon, quelques vues de Valparaiso à 1860, donc à l'époque d'Antoine. Voilà la photo. Nous sommes certains que cette photo a été prise en février, mars, avril, mai 1861. Donc voilà Antoine de Tounens, alors qu'il est de retour de sa rencontre avec les Mapuches. Il demande à rencontrer Monsieur Cazotte, qui était le diplomate le diplomate en poste au Chili représentant le gouvernement de Napoléon III. Et Antoine est très content de le rencontrer et de lui présenter son projet, de lui présenter son idée. Le diplomate l'écoute poliment, de manière très neutre, et lui dit qu'il lui trouvera un bateau pour le faire revenir en France bientôt, si ça peut aider. Bon, Antoine sort de cette entrevue plutôt content. Par contre, il y a eu des élections au Chili et le candidat qui avait été proposé par Manuel Montt a été battu. Et en fait, c'est un autre personnage qui a été élu qui s'appelle le président, le seigneur Pérez. Et ce nouveau président de la République du Chili, lui, il est très inquiet de cette affaire de roi d'Araucanie, vrai, faux. Lui, il se dit, mais si jamais les Français s'intéressaient à ça, ça pourrait porter tort aux intérêts chiliens, parce que les Chiliens veulent annexer le territoire, prendre le contrôle. Et alors, c'est le seigneur Pérez qui va demander à rencontrer un des militaires de l'armée chilienne qui pourrait être chargé de cette expédition d'attaque et de conquête. Oui, d'aller attaquer le sud du Biobío, en même temps pour finir de tuer les révolutionnaires qui ont échappé et de faire la conquête du territoire. Et bien sûr, le président de la République va s'adresser, je vais y arriver, excusez-moi, au colonel, parce qu'à l'époque, il n'est encore que colonel, Cornelio Saavedra Rodriguez, en lui disant, le plan, c'est de préparer l'armée pour aller attaquer le territoire au sud du Biobío. Alors Aurélie Antoine, pendant ce temps-là, il a écrit plusieurs lettres vers la France, mais il n'a aucun retour. Aucun retour. Alors qu'au même moment, la nouvelle de l'arrivée d'un roi dans la cordillère des Andes était arrivée en Europe par les journaux argentins. Et ce qui est très intéressant, c'est que les journaux de la Dordogne, du Périgord disent qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de lettres qui partent du Périgord vers le Chili avec des gens qui offrent, alors des professeurs, des militaires, des prêtres qui seraient prêts à partir à l'aventure pour rejoindre et aider ce nouveau roi. Mais alors comment est-ce possible qu'il y ait des dizaines et des dizaines et des dizaines de lettres qui partent de France vers le Chili, alors qu'Antoine de Tounens dit « mais je ne comprends pas, moi je n'ai plus aucune nouvelle d'Europe, je ne reçois pas de courrier ». Vous m'avez compris. C'est que dès cette époque-là, Antoine de Tounens est étroitement surveillé par la police chilienne qui intercepte tous les courriers. Et comme Antoine n'a pas de nouvelles, il va écrire une lettre en disant qu'en tant qu'ancien avoué du sud-ouest de la France, il s'attendait au moins à ce qu'en France, on parle de son affaire et qu'on vienne l'aider. Et ce faisant, il va commettre une grosse erreur.
parce que quand la nouvelle va arriver dans les journaux parisiens, parce que on va trouver cette lettre où il se présente comme quelqu'un du Périgord, du Sud-Ouest, eh bien, il y a cette attitude qui est très parisienne pour les gens qui connaissent la France. Les gens de Paris aiment bien se moquer des gens qui sont dans les petites villes du sud de la France. Si vous habitez dans le sud de la France, vous êtes quelqu'un d'amusant, vous êtes quelqu'un, mais jamais très sérieux. C'est cette attitude qui est très parisienne, un peu arrogante. Et c'est ce qui fait qu'on va dire, ah, d'accord, c'est quelqu'un du sud-ouest, c'est quelqu'un de Périgueux, donc c'est une blague, donc c'est de l'humour, donc c'est une farce. Et on va commencer à se moquer dans la presse de Paris de quelqu'un du sud, d'un paysan du sud-ouest qui se prendrait pour un roi rigolo chez les sauvages. Voilà, c'est une vision qui est en fait très raciste, qui est faite dans les journaux de l'époque de toute cette histoire. Et quand Antoine de Tounens réalise par retour de courrier, par retour de presse, qu'on se moque de lui, c'est une catastrophe pour lui. Et en même temps, la nouvelle arrive que quand un bateau arrive à Valparaiso pour le ramener en France, il s'aperçoit que le consul de France veut le faire monter à bord comme un passager sans aucune représentation diplomatique, mais simplement comme quelqu'un, comme un autre. Antoine se fâche et réalise à ce moment-là que le consul de France, lui non plus, ne l'a pas pris au sérieux et ne croit pas. L'histoire est tellement incroyable que le consul de France en poste au Chili ne croit pas Antoine de Tounens et dit oui, il est à moitié sérieux, à moitié comique. Alors, on peut penser ce qu'on veut d'Antoine de Tounens, mais c'était quelqu'un de courageux. Et ce qui se passe, c'est que c'est au même moment, alors qu'Antoine de Tounens est à Valparaiso, il voit que l'armée chilienne est en train de monter dans les bateaux à Valparaiso et il va apprendre qu'en fait, l'armée chilienne va aller attaquer le territoire mapuche. Alors, Antoine de Tounens demande de l'aide une fois de plus à la loge de l'Étoile du Sud de Valparaiso et va repartir cette fois à cheval, au galop, plein sud, direction l'Araucanie. Alors cette fois, il arrive par le nord, vous savez, donc il arrive par Chillán, par Concepción, et il arrive au nord du Biobío. Et ce qui est très important, c'est que comme il ne connaît pas le chemin pour revenir, il va se payer un guide, une guía, un Chilien qui s'appelle Rosales, pour l'amener au nord de l'Araucanie, à l'endroit qui s'appelle Perquenco, qui était le camp de base de Quilapán. Voilà, parce que Antoine de Tounens veut regrouper toutes les communautés qui lui sont favorables pour les prévenir de l'attaque des Chiliens. Donc voilà un dessin qui est de l'époque. Hein. C'est très important parce qu'on a le témoignage du guide, j'en parlerai plus tard, du guide chilien. Parce qu'à la limite, une fois de plus, on pourrait, les témoignages d'Antoine, on pourrait très bien les mettre en doute et dire que c'est un menteur, un fabulateur, un escroc. Donc attendons si vous voulez bien. Grâce au guide, on sait qu'Antoine de Tounens va aller de communauté en communauté, distribuant son drapeau. Parce qu'Antoine de Tounens a créé un drapeau pour son royaume qui est de couleur bleu, blanc, vert. J'insiste, hein, c'est donc pas le drapeau français, c'est donc pas un drapeau pour faire une colonie française, c'est un drapeau à part. Le guide nous explique qu'il amène Antoine de Tounens devant différentes communautés jusqu'à retrouver le fameux Quilapán pour se regrouper. Alors voilà une photo d'époque où on trouve le roi d'Araucanie, hein, c'est-à-dire habillé en lonco ou en toki, si vous voulez, avec la manta et puis surtout le trarilonco qui est le symbole du chef, hein, du chef de guerre politique. Sauf que, alors que Antoine veut regrouper toutes
les communautés qui lui sont favorables du côté de Angol, c'est-à-dire près du Biobío, hein, en disant « attention, les Chiliens arrivent ». Le guide était un traître, son guide, hein, Rosales, et va amener directement Antoine de Tounens dans une embuscade de l'armée chilienne, ce qui fait qu'Antoine de Tounens est capturé et emmené au grand galop au nord du Biobío, bien sûr, par les Chiliens, parce qu'on sait, et j'ai trouvé dans les documents, que son guide, Rosales, était payé par les Chiliens et surtout par Cornelio Saavedra Rodríguez, qui est une preuve de plus que les Chiliens étaient très inquiets des activités d'Antoine. Et donc, officiellement, on se moque et on rigole, on blague, mais officieusement, grosse inquiétude politique et diplomatique. Antoine est jeté en prison le 6 janvier 1862 dans la prison de Nacimiento. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y passe très peu de temps, une journée ou deux, et Antoine de Tounens a écrit dans ses mémoires qu'il a été aidé par un officier chilien qu'il avait rencontré dans la loge maçonnique de Valparaiso. Vous voyez bien, c'est bien la preuve des relais et des aides de francs-maçons à Antoine. Mais comme les Chiliens ont très peur d'une grande attaque des Mapuches sur Nacimiento pour libérer Antoine, ils décident de l'amener plus haut, pardon pour la prononciation, Los Angeles de Chile. Et Antoine va être donc enfermé, sachant que le colonel Saavedra, dans un premier temps, veut se débarrasser le plus vite possible d'Antoine de Tounens et trouver un argument, soit pour le mettre en prison, soit pour s'en débarrasser. Et on va demander à un juge chilien, le juge Matus, qui est quelqu'un de très brillant et qui va vraiment servir les intérêts de l'État chilien. Alors, ce qui change tout, c'est que, alors que Antoine de Tounens est jeté en prison, au même moment, beaucoup plus au nord, en Amérique du Nord, eh bien, au large des côtes du Mexique, les Mexicains aperçoivent la flotte de guerre de la marine française de Napoléon III. C'est la fameuse et désastreuse et catastrophique expédition du Mexique de l'empereur français Napoléon III, qui a eu la bonne idée d'attaquer une république du Mexique pour installer un empereur autrichien, et puis pardonnez de la blague, mais qui par ailleurs était francophobe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intelligence du plan. Mais toujours est-il que l'arrivée et l'attaque des Français du Grand Mexique impressionne tout le monde en Amérique latine, et que les Chiliens vont se dire « mais et si Antoine de Tounens était un agent du gouvernement de Napoléon III, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, on ne peut pas les tuer, ça pourrait créer un incident diplomatique, parce que si les Français attaquent le Grand Mexique, ils pourraient ne pas hésiter à venir attaquer le Chili. » Voilà l'inquiétude qu'on trouve dans les... Alors ça, j'ai trouvé ça dans les archives plutôt du gouvernement chilien, toujours aux archives à Santiago. Ce qui est très intéressant, c'est que Matus veut offrir un avocat, un abogado, pour défendre les intérêts d'Antoine de Tounens, et Antoine de Tounens le prend très mal. Je vous rappelle qu'il est avoué, en fait, il travaille comme avocat. Donc, Antoine de Tounens veut se défendre tout seul. Il demande juste que les Chiliens lui donnent un code civil et un código militar chileno pour se défendre. Et ça, c'est très savoureux, parce que on va s'apercevoir que Antoine maîtrise très bien le droit et qu'il va se servir de tout un tas d'argumentaires juridiques pour démontrer que les Chiliens n'avaient pas le droit de le capturer au sud du Biobío, vu les traités diplomatiques, vu l'histoire, ce qui fait que le juge chilien Matus se retrouve en guerre de courroyer contre courroyer avec le prisonnier français qui, des fois, lui donne quelques leçons de loi, tellement bien que ce qui est incroyable, c'est qu'à l'été 1862, le juge Matus ne supporte plus
Antoine de Tounens et les défenses juridiques d'Antoine de Tounens, et que Mathus, pendant quelques semaines, décide de se mettre en grève, de faire une huelga pour ne plus avoir à discuter avec le français. Ce qui est très intéressant, c'est que le guide d'Antoine, le traître, qui l'a amené dans l'embuscade, va témoigner que partout où Antoine de Tounens est arrivé dans les communautés, quand il était mené par le guide, partout il est accueilli avec respect, partout il était accueilli en libérateur, partout il distribuait son drapeau bleu-blanc-vert, et je rappelle, devant les communautés les plus terribles, les plus farouches, celles qui détestent les Blancs et qui détestent les Winkas, ce sont ces communautés qui font grand accueil à Antoine. Et ça, c'est pas Antoine de Tounens l'a dit, mais ça, c'est son guide, le guide payé par Saavedra, qui en atteste. Les mois passent dans la prison. Antoine de Tounens tombe très malade et il va presque mourir dans la prison de dysenterie. Sauf que, amaigri, il réussit à survivre et tout va changer parce que quand la nouvelle de l'arrestation d'Antoine de Tounens arrive avec un décalage d'environ 2 mois en Europe, à votre avis, que se passe-t-il en Europe? Changement d'idée, parce que tout le monde se dit « Ah bon? Les Chiliens ont arrêté le roi d'Araucanie, mais dans ce cas-là, s'ils l'ont arrêté, c'est que c'est vrai, c'est que c'est sérieux, donc c'est pas une blague, donc c'est pas une bêtise, donc c'est pas une invention, sinon ils ne l'auraient pas arrêté. » Et du coup, l'opinion française et certains journaux se retournent en disant « Mais alors, il y aurait peut-être quand même quelque chose à faire pour aider notre compatriote français qui est en prison. » Et ça va aller très loin, parce que 2 mois plus tard, le consul de France, M. Cazotte, vous savez, celui qui avait accueilli Antoine et qui n'y croyait pas, va recevoir un courrier officiel du ministre de la Justice du gouvernement de Napoléon III, lui demandant d'intervenir auprès du gouvernement chilien pour demander la libération immédiate d'Aurélie Antoine. Alors vous pensez bien que le consul Cazotte, qui avait pris Antoine de Tounens un peu à la rigolade, là il se dit « Ouh là là, j'ai fait un impair ». Alors il écrit au ministre de la Justice en disant « Mon ministre me demande d'agir pour libérer Antoine de Tounens ». Alors, à votre avis, la suite logique de ça, c'est que le ministre de la Justice chilien s'en réfère au gouvernement en disant « Les Français veulent le faire libérer, c'est donc bien que de Tounens est protégé par le gouvernement français, donc on ne peut pas s'en débarrasser ou le fusiller ». Ce qui est très intéressant, c'est que Antoine, étant tombé malade en prison, dans une de ses défenses, il écrit qu'en fait, il n'était jamais venu au Chili pour devenir roi d'Araucanie, mais qu'il était venu avec l'idée, le projet politique de fédérer les républiques d'Amérique latine. Or, qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Parce que ça, c'était un autre rêve. C'est le plan des premiers conquistadors, des premiers francs-maçons. C'est le fameux rêve de Bolivar, qui souhaitait essayer de fédérer toutes ces républiques d'Amérique latine pour pas que les républiques nord-américaines des États-Unis anglo-saxonnes finissent par prendre le dessus. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la presse française va écrire sur cette affaire que le ministre des Affaires étrangères est intervenu pour faire libérer Antoine de Tounens en faisant travailler le ministre de la Justice, à la demande d'un autre ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Hacienda, qui s'appelle Pierre Magne. Et Pierre Magne, je vais vous le montrer, j'y arrive. Hop, ici. Pierre Magne, personnage central dans notre histoire. Pierre Magne était périgourdin, originaire de Périgueux, avocat de Périgueux, devenu entre-temps ministre, quand je dis de la Hacienda, je me trompe, c'est ministre des Finances, pardon, je viens de me tromper. Ministre des Finances,
et surtout le membre du conseil privé de Napoléon III, qui avait une influence énorme sur Napoléon III. Eh bien, Magne avait un cabinet d'avoués à Périgueux et un de ses associés était celui qui avait fait travailler Antoine de Tounens. Vous me voyez venir? Donc, Antoine de Tounens, quand il avait dit aux Mapuches qu'il avait des contacts au plus haut niveau du gouvernement en France pour obtenir une protection diplomatique suite à sa constitution, c'est vrai. Et la preuve, c'est que c'est un des plus grands, un des plus hauts membres du gouvernement de Napoléon III qui intervient à l'époque pour faire libérer Antoine de Tounens parce qu'il le connaît bien. Alors, voilà, hein, dire que la nouvelle de la capture d'Antoine fait les gros titres de l'époque. Regardez la une du Monde illustré de l'époque, première page, sur l'arrestation du roi d'Araucanie par les Chiliens. Alors, tout le monde ne parle que de ça. Hein. C'est une grande affaire en France à ce moment-là. Et alors, où ça va devenir savoureux? Pardonnez mon texte en castellano où j'ai dû faire des fautes de conjugaison et de grammaire. C'est que quand le juge Mathus va apprendre qu'il va devoir le libérer, il va avoir une idée géniale pour les intérêts chiliens. Comment faire pour résoudre ce problème diplomatique qui peut devenir un incident diplomatique? Eh bien, Mathus va avoir l'idée géniale, il va dire, eh bien, on n'a qu'à dire que ce n'est pas vrai. Hay que decir que es un loco, que tout est faux, que todo es falso, que es un mentiroso, qu'il n'a jamais été chez les Mapuches, que les Mapuches ne le connaissent pas, que tout ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à dire qu'on va l'envoyer dans une maison. Alors, j'ai vu, on appelle ça Casa de Orates à Santiago de Chile. Et puis, comme ça, l'affaire est réglée et on expulse une loco et on oublie. Eh bien, c'est là que Antoine de Tounens, quand il va apprendre ça et qu'on va le libérer, eh bien, il refuse de sortir de prison tant qu'il n'aura pas été prouvé et témoigné qu'il est parfaitement sain d'esprit. Vous voyez un peu le personnage qui est Antoine de Tounens. Et surtout, j'ai retrouvé dans les archives judiciaires chiliennes que le juge Mathus avait envoyé 2 médecins dans la prison, dans la carcelle d'Aurélien Antoine, para hacer un testimonio et decir que el francés es un loco. Et les 2 médecins, le premier s'appelait Enrique Burke et l'autre, j'ai oublié, ont écrit que le français était en plana sana razón. C'est-à-dire que les médecins ont eu l'honnêteté de dire que Antoine de Tounens était parfaitement sain d'esprit. Par contre, pour des raisons de politique, pour des raisons diplomatiques, on va dire que c'est un fou et on va l'expulser début 1863 vers la France. Je vais arrêter rapidement ma présentation, si vous voulez, pour dire qu'arrivé en France, la première chose que va faire Antoine de Tounens, ça va être d'écrire un dossier de 5 ou 6 pages sur l'intérêt qu'aurait la France d'offrir, j'insiste, une protection diplomatique à un royaume qui serait de fait indépendant, mais ami des Français. Et ce document, il va l'envoyer à qui? À Pierre Magne, qui est donc le ministre des Finances. La réponse de Pierre Magne est très importante. Elle lui dit sur le fond comme sur la forme, votre document est très bien fait. Prenez rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères et vous aurez rendez-vous au Palais des Tuileries avec Napoléon III. Donc, ce qu'avait promis Antoine de Tounens aux Mapuches, il l'a fait. Voilà ce que je voulais démontrer. Alors évidemment, après, je n'ai pas le temps pour des raisons diplomatiques et politiques, parce que l'expédition du Mexique va devenir un échec, un fracasso terrible pour l'armée française. Napoléon III va décider d'abandonner toutes ces îles d'expédition en Amérique, c'est-à-dire et le Mexique, mais aussi la possibilité d'aller aider un roi d'Araucanie. Il va laisser tomber tout ça. Alors Antoine de Tounens ensuite reviendra
avec de l'argent privé en 1869. Et pendant près de 2 ans, Antoine va revenir en traversant, en remontant la Pampa, la Patagonie, en traversant la cordillère des Andes l'hiver. Et pendant 2 ans, il va mener une grande guerre. On l'a oublié, hein. Pendant près de 2 ans, les divisions chiliennes qui sont envoyées en Araucanie, avec Saavedra toujours et d'autres, l'objectif militaire, c'est la capture ou l'élimination d'Antoine de Tounens, qui écrit des courriers, qui va se battre bravement. Mais là, encore une fois, l'histoire, cette fois française, l'a oublié, parce que c'est au moment de, entre guillemets, de ses plus grands exploits de son aventure que c'est la Grande Guerre en France, entre la France et la Prusse, la guerre de 70, qui va s'achever par un désastre et une défaite pour la France. Donc vous pensez bien qu'au moment où la France perd la guerre contre la Prusse, elle a autre chose à faire que de s'intéresser à un roi d'Araucanie. Voilà, je vais finir ma présentation ici. J'espère que je n'ai pas fait trop long et je suis à votre écoute. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous aurez des questions. N'hésitez pas à allumer votre micro. Hein. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-François, c'est Jorge depuis Cachan, Île-de-France. Ah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, Et je voulais dire que j'ai trouvé passionnant ton intervention et j'ai appris beaucoup de choses. oui. Et je me pose la question, comment est perçue cette histoire en France? Parce qu'elle elle est méconnue au Chili, Oui. sauf dans des petits cercles intellectuels, d'historiens, des chercheurs, etc. Oui. Mais les grands publics en France, comment est perçue cette histoire? Merci de ta question, Georges. Cette histoire est aussi méconnue. Elle était presque tombée aux oubliettes, mise à part un peu, si tu veux, dans le sud-ouest de la France, mais elle est revenue au grand public dans les années 1970, fin 70, parce qu'il y a un écrivain, un romancier qui s'appelle Jean Raspail, qui a fait un roman, mais en présentant l'histoire d'Antoine de Tounens sur l'aspect qui lui est resté, c'est-à-dire le farfelu, le mythomane, la personne qui s'est auto-proclamé roi chez des gentils sauvages, un peu le côté Robinson et Vendredi, quoi. Et cette image bascule toujours entre le gentil farfelu ou le fou qui se prend pour un roi, ou des fois simplement l'escroc qui a menti à des gens, qui a raconté tout ça pour gagner de l'argent. Voilà. Mais les documents ne disent pas ça. Voilà, les documents d'archives ne disent pas ça. Une histoire bien plus complexe. Voilà. Merci. Alors, au Chili, j'ai vu qu'il y a aussi 2 manières de présenter l'affaire. Il y a bien sûr la version du fou, hein, du loco, pardon les amis, mais de la tonteria. Truc un peu stupide, un peu la bêtise. Et puis aussi, sinon, une fois qu'on a dit que c'était un fou farfelu, un inventeur, il y a aussi la version de dire attention, c'était aussi le méchant français colonisateur qui voulait venir voler un morceau du Chili aux Chiliens. Moi, ce que je retiens les plus de ton intervention, c'est cette partie c'est la rencontre entre Antoine et puis les chefs Mapuche, et qu'il avait rêvé. Donc, ça parle de la cosmologie de Mapuche. Et donc, c'est ça qui lui donne la force et la crédibilité aussi. Exactement, parce que comme tu dois le savoir, et comme je pense tous les amis qui sont là ce soir, qui s'intéressent forcément au peuple mapuche,
j'insiste, c'est en travaillant sur ce sujet que je me suis aperçu très rapidement, que je faisais fausse route et que pour bien comprendre cette histoire, il ne fallait pas que je raconte l'histoire d'un Français blanc qui arrive au Chili, mais que le personnage principal de toute cette histoire qui s'achève d'une manière dramatique, qui se finit d'une manière catastrophique, c'est le peuple mapuche. Parce que ce sont les chefs mapuches qui ont misé sur lui, en disant s'il peut nous aider, ça fera un allié. S'il peut nous ramener des fusils, s'il peut nous ramener des outils agricoles, s'il peut nous ramener une protection diplomatique, enfin, quelque part, c'est presque un super Werken, un super porte-parole. Et d'ailleurs, il l'a été, parce qu'il a créé un journal, et pendant plusieurs années, il écrivait à toute la presse française, chaque fois qu'on disait qu'il était un roi de pacotille des sauvages, roi de pacotille, il avait des arguments juridiques. Sauvage, il se mettait dans une colère noire en disant « vous êtes des racistes » parce que le peuple mapuche est un peu, enfin, il le défendait comme un peuple avec une vraie culture, avec une vraie langue, avec une vraie... Et en fait, les Mapuches se sont offerts je pourrais parler d'un attaché de presse pour défendre leur cause. Non, très bien, merci. Je voyais peut-être une autre question. Je ne sais pas si Monica avait ou Nadège aussi. Oui, bonsoir. Donc, je suis Nadège Giguet. Moi, je vous appelle de France. J'avais rencontré Jean-François il y a 2 ou 3 ans, je crois, parce que j'ai un projet de spectacle de marionnettes. Ah, je m'en rappelle, oui. Oui, je m'en rappelle. Voilà. Oui, donc le projet est toujours d'actualité. Donc, et en fait, moi, je trouve le personnage vraiment fascinant, justement, parce qu'il est très ambigu pour moi, avec cette idée, un peu comme un enfant qui se dit, quand il sera petit, c'est un peu ce que développe d'ailleurs Jean Raspail dans son roman, cette idée de « quand je serai grand, je serai roi ». Il y a ce côté-là qui est tenace, qui est obstiné, qui est un peu une tête de bois, et en même temps avec, à mon sens, un véritable amour pour les Mapuches. Après, il y a des choses dans ce qu'il a pu écrire que je trouve très ambigu, dans le sens où du côté colonialiste, où il dit ceux qui viendront avec moi, on leur donnera des terres, ils auront droit à des terres, ils auront droit à de l'argent, etc. Et c'est là où je trouve sa position très ambiguë par rapport au peuple mapuche, parce qu'il est prêt à leur donner des terres qui ne lui appartiennent pas, au final. Et je trouve justement le personnage est tellement fascinant, complexe, que dans le spectacle qui est en cours de préparation, pour moi, le héros, justement, n'est pas forcément Antoine de Tounins, mais vraiment le peuple mapuche. Nous sommes d'accord. Et que j'ai pas, voilà, et que j'ai pas envie de donner la réponse sur qui était Antoine de Tounins. Est-ce que c'était un super-héros, entre guillemets, ou un vilain colonialiste. Je n'ai pas envie de donner cette réponse-là, mais de faire appel à quelque chose de plus large. Et on parlait de la cosmogonie, justement, vraiment de ce côté-là qui m'intéresse aussi. C'est effectivement un homme aussi du 19e siècle. À cette époque-là, les Européens partent partout, sur tout le globe, croyant bien faire aussi, persuadés qu'ils vont amener des bonnes idées. Et c'est vrai que je trouve intéressant le monde, parce que ça m'oblige, moi, à réfléchir en tant qu'écrivain, parce que cette question est au centre aussi de la vie d'Antoine, et de constater que on peut difficilement sortir un homme de son contexte. C'est un homme du 19e siècle. Il croit à la science. On est dans le monde de Jules Verne. La science peut tout. C'est les premiers bateaux sous l'eau, c'est les premiers rayons, c'est les premiers montgolfières. Antoine est passionné par ça et il est persuadé qu'effectivement, de partir à l'aventure de l'autre côté de la planète, on peut aider les peuples à se défendre. Et il y a ce côté-là. Il y a aussi, qu'on le veuille ou non, ce côté où il dira, notamment sur la fin de sa vie, quand il est battu et qu'il a perdu et qu'il est malade, en face de catholiques, il était capable de dire, si on m'avait suivi, il y aurait eu des églises. En face de banquiers, de dire, si vous m'aviez financé, vous vous seriez retrouvé sur des bateaux, sur de l'exploitation. Parce qu'il aura tenté jusqu'au bout
de vendre ce projet pour obtenir un financement, parce que son idée forte était de développer l'Araucanie en s'appuyant sur le point fort des Mapuches, qui est l'agriculture. Il est paysan, Antoine, d'origine. Il s'est aperçu que les Mapuches étaient et sont, pas bon de le dire, mais sont toujours, de bons agriculteurs qui s'occupent bien de leurs bêtes. Et le plan d'Antoine était d'organiser des comices agricoles, comme il voyait faire dans le sud de la France à l'époque, c'est-à-dire où on améliore les charrues, où on croise les vaches, on croise les chevaux. Et plusieurs fois, il a essayé de financer des bateaux pour amener des outils agricoles aux Mapuches. Alors, il y a cette ambiguïté qu'il ne faut pas nier et qui est certaine. La différence, c'est que je pense avoir démontré que le côté colonie française, ce n'est pas possible. Parce que sinon, pourquoi écrire une constitution? Pourquoi aller chercher un drapeau bleu, blanc, vert? Pourquoi nommer des ministres Mapuche? Parce que c'est le cas. On a le témoignage en 1900, j'ai peur de dire une bêtise, 12 ou 13, d'un livre qui s'appelle Las Ultimas Familias, qui a été écrit par l'historien Thomas Guevara sur les derniers témoignages des Mapuches. Et une vieille femme Mapuche qui s'appelait La Juana Malen, qui en fait était la veuve du fameux Quilapan, le fameux fils de Manil, le grand guerrier, qui avait une haine pour les Blancs et que les Mapuches appelaient et appellent toujours les Winkas, c'est-à-dire blancs et voleurs de terre. Et elle disait que Quilapan n'écoutait que Aurélie et que Aurélie, avant de partir, avait nommé plusieurs des Loncos comme ministres de son gouvernement. C'est quand même assez curieux. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son gouvernement en nommant des Blancs par-dessus. C'est assez complexe. Voilà. D'autres questions? Sinon, moi, j'en profite pour te poser une question. Et justement, je sais que tu as visité à plusieurs reprises le Chili. Et voilà, j'en profite pour te poser la question suivante. La réaction, quelle était la réaction des communautés que tu as pu rencontrer quand ils ont découvert un peu les sujets de ton travail, de tes recherches? Merci Andrea pour cette question. Parce que effectivement, j'ai vraiment travaillé longtemps dans les archives à Santiago. J'étais venu à l'université de Concepción parce qu'il y avait quelques lettres gardées d'échanges avec les Mapuches. J'avais travaillé à Buenos Aires aussi, aux archives à Buenos Aires, mais je voulais avoir le point de vue des communautés et surtout pouvoir voir s'il restait des légendes sur Antoine et avoir leur point de vue sur Antoine de Tounens. Eh bien, je peux témoigner que alors, c'est compliqué parce que certaines des communautés ont disparu parce qu'elles ont été détruites au moment des guerres d'annexion. D'autres ont été déplacées. Il y a aujourd'hui des communautés qui sont installées ici, sont d'origine plutôt de la Pampa argentine. Mais il y a des communautés encore qui sont descendantes des chefs de guerre qui avaient choisi Antoine, c'est-à-dire en gros de l'équipe des alliés de Quilapan, et j'ai pu les rencontrer. Alors, ça a pris du temps, mais je leur ai demandé, je leur ai expliqué que moi, j'avais besoin d'eux, que je leur montrais mon travail, ce que j'avais trouvé, et c'est pour ça que devant moi, plusieurs fois, des Machi ou des Werken m'ont raconté surtout la légende qui court encore aujourd'hui, c'est celle du bateau français qu'on a vu arriver au large de Valdivia et qui a amené les fusils pour Antoine de Tounens. Il y a une anecdote là-dessus. En fait, c'est un bateau de guerre qui a été vu, et de la marine de Napoléon III, on est en 1870, et il faut voir que ce bateau est arrivé à un endroit où Antoine de Tounens avait annoncé qu'un bateau arriverait. Il avait dit au mois de mars 1870, vont arriver des bateaux.
qui vont venir nous aider, amener des fusils ou des outils agricoles. Or, au mois de mars 1870, est arrivé un navire de guerre français et ça a amené une grande, grande inquiétude dans l'armée chilienne. Parce que ça avait amené une grande, grande excitation dans les communautés mapuches qui se disaient, ce coup-ci, c'est la bonne, on va avoir de quoi se battre à armes égales. Et cette légende, on me l'a racontée 2 ou 3 fois dans les communautés. Donc, ça existe encore. Et je voudrais citer un mot magnifique qui m'a été donné encore dernièrement par Eli Kurashi-Weilaf, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un écrivain et un poète mapuche extraordinaire et qui est l'actuel Grand Prix de littérature et de poésie au Chili. Eh bien, lui-même, vivant dans les communautés et ayant été, dans le cadre de son travail, collecté histoire, légende, me dit que, comme vous le savez probablement, normalement, pour parler de nous, les Blancs, les Mapuches n'ont qu'un seul mot. Ils disent « Winka », c'est-à-dire qu'en un seul mot, nous sommes blancs voleurs de terre. Eh bien, Eli Kurashi-Weilaf me dit que la seule et unique fois où il a entendu prononcer un mot très rare chez les Mapuches, qui se prononce à peu près comme ça, Camol Funche, ça veut dire blanc ami Mapuche, c'était pour parler d'Antoine de Tounens. Je trouve ça magnifique. Merci. Et moi, j'espère vraiment que tes livres pourront être traduits aussi en espagnol, pour que le public Oui. chilien connaisse voilà, un peu plus l'histoire d'Aurélie, d'Antoine. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être, je vois Monica qui a allumé son microphone. Oui, Je ne me trompe pas. bonsoir, je suis Monica. Hola, bonsoir. Je veux te demander, donc, Oui. quelle année vous avez parlé avec les personnes ici à la Araucanía? Ah, la première fois, c'était 2010, ensuite 2012. Je venais pratiquement chaque année au mois de décembre et j'allais plutôt dans des communautés autour de Temuco. Et j'ai été du côté de Coyipulli et du côté de Ercilla, dans des communautés. Voilà, où j'ai pu discuter. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir, j'ai demandé, et on m'a invité. Et je me suis avancé dans les communautés parce qu'on m'y a invité. Voilà. Bon. Bon, je peux te dire que moi, mon âge, c'est 61 ans. Mm-hmm. Oui. J'habite à Traillén. Mm-hmm. Et je pense que ce que tu dis d'avoir parlé avec les personnes, Oui. et l'histoire de ton nom, ici, Oui. c'est une histoire très connue. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de 5 ans en avant. Non, Oui. ça, c'est connu il y a beaucoup de ans. Oui. Et ici, c'est connu pour tout le monde. Et Ah, tu dois savoir aussi que l'Araucanía, c'est une zone pratiquement française. Les colonnes ici, on était beaucoup de Françaises et Suisses aussi, qu'on a, comment on dit, on embrassé la culture française. Et ça, c'est oui. une histoire très commune, très commune. D'accord. Oui. Et ici à l'Araucanía, tout le monde, parce que toutes les personnes connaissent cette histoire. Ah, c'est Et, bien. et je crois que ce n'est pas une chose
très destaqué, pues, on peut dire comme ça, très, très important de dire, pardon, ça c'est seulement avec tout mon cœur, je te dis, de dire que les Mapuches connus et ont dû ça de tout nom. Il y a beaucoup de Mapuches qui connus cette histoire parce qu'ils sont liés à la culture française. Ça, c'est tout. Merci. D'accord. Merci à vous, Monica. Merci. Je voulais juste rajouter une chose. Ce que je trouve remarquable dans le travail de Jean-François, c'est toute la partie après le premier voyage justement d'Antoine de Tounins, parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'ouvrages qui ont été faits sur ce premier voyage et un petit peu peut-être sur le second, mais tout le deuxième tome que tu as écrit, Jean-François, est vraiment super intéressant parce que c'est toute une partie finalement qu'on ne connaissait pas de la vie d'Antoine de Tounins et de ce qu'il a pu faire auprès des Mapuches et de ce qu'il a pu vivre au Chili. Merci, parce que effectivement, pour aller vite, c'est quand je me suis aperçu, cette fois quand je suis tombé sur un document des archives du ministère des Affaires étrangères qui démontrait que en 1872, 73 et 74, Antoine de Tounins était toujours étroitement surveillé par les services chiliens en Europe, et qu'il y a eu un véritable, mais il faut le dire, un véritable complot organisé par un personnage qui est très connu au Chili, qui s'appelle Alberto Blest Gana, qui est le grand écrivain de la littérature chilienne, qui était à l'époque diplomate en poste en France et en Angleterre, et qui va aller jusqu'à organiser un véritable piège en payant un traître dans l'équipe d'Antoine pour organiser des escroqueries de manière à faire porter plainte contre Antoine de Tounins et à salir la réputation d'Antoine de Tounins en le faisant passer pour un escroc, et que tout ça dormait dans les archives à Santiago avec les courriers de Blaise Gana, les courriers du traître. Alors là, parce que c'est savoureux, savoir que le traître était originaire de Périgueux, c'est-à-dire de la ville de la Dordogne, du pays d'Antoine, et que ce traître a parfaitement réussi son plan, c'est-à-dire à organiser une escroquerie pour faire traîner Antoine de Tounins au tribunal, saboter ses tentatives de financement de retour par bateau, et alors qu'on a tout dormait dans les archives. Et une fois de plus, si un gouvernement en arrive à faire ça, c'est bien qu'Antoine de Tounins, il le craignait. Et un nouveau retour d'Antoine pouvait être gênant encore pour les intérêts de l'avance chilienne en Araucanie à cette époque-là. Voilà. Je peux rajouter une dernière chose encore? Oui, merci. Oui, une dernière question. Voilà. On va rester ici jusqu'à... Voilà, mais je sais qu'il y a un petit décalage. Nous avons pour l'instant 4 heures de décalage. Je vous remercie, vous tous, Jean-François, de rester connecté jusqu'à tard. Et bien sûr, une dernière question avec plaisir. Allez-y, madame. Enfin, moi, ce qui m'a touchée aussi dans ce que j'ai pu lire, c'est que finalement, on annonce aux Mapuche que Antoine est mort, que le roi est mort. Et en fait, à chaque fois, il revient. Il est mort, mais il revient. À chaque voyage, on l'annonce mort, il revient. On le réannonce mort, il revient. Et finalement, ça devient presque un roi immortel et une espèce de figure presque mystique, finalement. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi, cette idée de roi immortel, finalement. Oui, là, c'est quelque chose aussi, on n'est pas bien loin de certaines croyances, parce que là, pour s'en débarrasser, effectivement, et pour ramener le calme en Araucanie, c'est vrai que les autorités chiliennes ont vite fait courir le bruit qu'il ne reviendrait jamais et qu'il était mort, sauf que, il est revenu plusieurs fois. Ce qui fait qu'après, de bonne foi,
quand on le disait qu'il était mort, et qu'en l'occurrence, il était vraiment mort, eh bien, les Mapuches n'étaient plus là-dedans. Ils disaient, de toute manière, il va revenir quand même. C'est ça qui est à la fois triste, magnifique, et voilà. Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Moi, j'en ai parlé à M. Brucoleri quand nous nous sommes vus à l'Alliance française de Concepción. Je me suis aperçu de ça sur le cimetière, dans le cimetière où est enterré aujourd'hui le corps d'Antoine de Tounens. Il y a un petit panneau typique qui indique la tombe du roi d'Araucanie. Et bien, sous ce petit panneau, il y a un graffiti rouillé, parce que le panneau est vieux et le graffiti doit avoir quelques années. Et c'est parce que j'ai appris quelques mots de Mapudungun que j'arrive à le déchiffrer. Sous le panneau, il est gravé Marichiweo, qui est le cri de guerre des guerriers mapuches, qui veut dire 10 fois nous vaincrons. Donc, il y a quelqu'un qui maîtrise le Mapudungun et qui a été écrire ce graffiti aujourd'hui, hein, au XXIe siècle. J'y vois un symbole, parce que ça aurait très bien pu être une bêtise, une insulte, enfin, on n'en sait rien. Hein. Non, c'est le cri de guerre des guerriers mapuches. Donc, un mot de langue amérindienne mapuche, aujourd'hui, gravé dans un cimetière du Périgord. Voilà, il y a des symboles. C'est toujours une thématique très actuelle. D'une part, la rédaction de la nouvelle constitution, d'autre part, bien sûr, la situation de l'Araucanía. Moi, franchement, on était fiers, comme Alliance française, de pouvoir organiser cette visioconférence. Oui. Moi, j'invite tous les présents. Bien sûr, nous allons publier aussi cette visioconférence sur nos réseaux sociaux, je pense sur notre page YouTube. Bien sûr, je vous invite à connaître davantage, approfondir les travaux de Jean-François, 10 ans, si je ne me trompe pas, des recherches, des voyages au Chili. Moi, j'espère avoir vraiment l'occasion de revoir au Chili peut-être en décembre, peut-être l'année prochaine, lors de ton prochain voyage au Chili. Et merci au nom de toute notre communauté et d'avoir partagé, de nous avoir permis de nous intéresser, comme vous le disiez, et les véritables protagonistes de ces histoires, bien sûr, c'est surtout les peuples mapuches. Et donc, merci encore, merci à vous tous. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit peut-être pour ceux qui se trouvent en France. J'espère avoir l'occasion d'instaurer d'autres collaborations et tu seras toujours le bienvenu ici au Chili à l'Alliance. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir écouté. Et au plaisir et una otra vez. Ciao.